Voilà, retour en direct pour cette deuxième partie de soirée après les Côtes d'Armor, direction donc la Côte d'Émeraude, avec un coup de projecteur sur la ville de Saint-Malo. Et pour m'accompagner dans ce débat, le journaliste de France Bleu Armorique, Benjamin Fontaine. Bonsoir Benjamin, merci d'être avec nous. Et justement, on va tout de suite présenter en quelques chiffres la ville de Saint-Malo pour la resituer un peu, on va dire. Oui, Saint-Malo, ce sont 47 000 habitants. En 10 ans, la cité corsaire en a perdu 3 000. 40% des Malouins sont retraités. 13% vivent sous le seuil de pauvreté. L'économie locale est fortement adossée au tourisme, au commerce et à l'hôtellerie-restauration. Ces trois secteurs regroupent à eux seuls près d'un tiers des emplois. Deux locomotives, les groupes internationaux Beaumanoir pour le textile et Roulier dans l'agroalimentaire. Sans oublier évidemment des événements très médiatiques et populaires comme la Route du Rhum, les festivals Étonnants Voyageurs et Quai des Bulles. Merci beaucoup Benjamin. On va tout de suite présenter donc les 7 candidats et candidates qui sont avec nous ce soir. On va commencer avec vous, Gilles Lurton. Gilles Lurton, bonjour. Vous êtes député LR de Saint-Malo et vous conduisez pour ces élections la liste Saint-Malo. Notre lien. Anne Le Gagne, conseillère départementale, bonsoir, centriste et conseillère municipale sortante. Comme Gilles Lurton, vous avez siégé ces 6 dernières années dans le groupe Divers Droite. Merci d'être avec nous. En face de vous, Alain Guillard, bonsoir. Vous êtes tête de liste d'une liste gauche citoyenne baptisée Saint-Malo autrement. Et enfin, Jean Coudray, bonsoir. Vous êtes adjoint à la mairie chargée de la jeunesse et vous êtes soutenu par la majorité municipale sortante. Également avec nous Stéphane Perrin, conseiller régional et conseiller municipal à Saint-Malo. Vous étiez présent au second tour lors des dernières municipales en 2014. Vous conduisez la liste Saint-Malo. C'est vous, avec le soutien du Parti radical de gauche. Bonsoir. Et Christine Bourcard, vous conduisez la liste Saint-Malo, Cité verte et solidaire. Vous avez été investi pour conduire une liste rassemblant Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, l'Union démocratique bretonne, Génération et la France Insoumise. Bonsoir. Enfin Philippe Miaille, vous êtes conseiller régional depuis 2015 et vous êtes le candidat du Rassemblement national et conduisez la liste Rassemblement pour Saint-Malo. Merci à tous les 7 d'être avec nous. Et avant de vous donner la parole, on va justement écouter les Malouins. Comme dans de nombreuses villes bretonnes, ici le maire sortant a choisi de passer la main. Claude Renoux ne va pas briguer un deuxième mandat. Alors justement, qu'attendent les Malouins de leur prochain maire pour les 6 prochaines années? Nous sommes allés à leur rencontre pour recueillir leurs attentes. Le futur maire, ce que j'attends, c'est qu'il ait une attention toute particulière pour l'environnement, pour que ça ne soit pas une ville complètement bétonnée et que ça ne soit surtout pas un Mont-Saint-Michel bis, comme c'est déjà le cas. Pensez d'abord aux habitants de Saint-Malo au lieu de penser au tourisme. Voilà, tout simplement. Les touristes, c'est bien, mais ils sont là que entre 4 et 6 mois de l'année. Les habitants de Saint-Malo, ils sont là 365 jours par an. Alors le principal point, c'est réinvestir les endroits publics pour que les Malouins aient des espaces où se retrouver, et avec les enfants, notamment le parc de la Briantais qui est sous-exploité aujourd'hui quand même globalement. Et voilà, un bétonnage un petit peu trop intensif, à mon sens, de la ville, au détriment des espaces de rencontre des gens et de vie en général à Saint-Malo. D'améliorer l'accessibilité au niveau des vélos, des pistes cyclables qui ne sont pas forcément respectées en termes de largeur ou de signalement. La pollution de l'air aussi, parce qu'il y a des industriels qui ont une forte place ici au niveau des emplois, mais qui ne respectent pas les règles de sécurité. Le futur maire, ce que j'attends, c'est qu'il ait une attention toute particulière. Voilà, retour en direct sur le plateau. Jean Coudray, vous portez un double héritage en fait, puisque votre grand-père était député maire de Paramé. Vous portez aussi un héritage politique, puisque vous êtes le candidat assumé, on va dire, de la majorité sortante. Vous incarnez la continuité, mais est-ce que vous incarnez la nouveauté? Bien, écoutez, ma candidature est à l'image de mon équipe. Une équipe expérimentée, une douzaine qui repartent, c'est vrai. Mais si vous faites le compte sur 43, ce n'est pas la majorité. Il y a de la nouveauté, il y a du dynamisme qui apporte effectivement un nouvel esprit. Donc c'est une continuité, certes, mais c'est surtout un renouvellement. Anne Le Gagne, vous êtes soutenu par le MoDem. Vous avez un temps été uni à Gilles Lurton qui vous fait face ce soir. Vous êtes séparés désormais, vous avez fait ce choix-là au mois de novembre. Est-ce qu'il est possible d'envisager un rabibochage entre le premier et le second tour? Écoutez, j'incarne des valeurs qui sont profondes. Je pense que nous n'avons pas réussi à construire quelque chose avec Gilles Lurton. La question ne se pose pas ce soir. Moi, je suis ici pour le premier tour et j'espère bien passer la bouée en tête. Gilles Lurton, je vous pose la même question du coup.
Mais écoutez, moi j'ai constitué une équipe, Saint-Malo Notre Lien, une équipe qui n'a reçu aucune investiture politique. Elle est composée d'hommes et de femmes qui s'intéressent à leur ville, qui sont pleinement impliqués par leur ville. C'est une équipe complémentaire que je trouve déjà très compétente, une équipe pleine de dynamisme, extrêmement renouvelée, extrêmement rajeunie et qui a aujourd'hui une très grande cohésion. Donc pour le moment, eh bien, je poursuis avec cette équipe vers le premier tour. Et on fait comment en deuxième alors, entre le premier et le deuxième? Écoutez, moi, je n'ai pas l'habitude de faire des pronostics sur le premier ou le deuxième tour. Vous savez, si j'avais fait des pronostics au moment des élections législatives, personne ne prédisait que je serais deuxième au premier tour. Et personne ne prédisait non plus mon succès au deuxième tour, qui a été extrêmement large, je dois le dire. Eh bien, nous verrons le soir du premier tour ce que nous avons à faire. Anne Le Gall, Jean Coudray, des alliances naturelles peuvent se nouer au second tour? Moi, je vous le dis très clairement, je regrette qu'au premier tour, nous n'ayons pas pu nous entendre. C'est une évidence. Tous les trois? C'est une évidence. En revanche, lorsque 97% des délibérations au conseil municipal sont votées à l'unanimité, lorsque dans leur programme, je retrouve la continuité de nos actions, évidemment, je le regrette. Mais ce que je souhaite vous dire, c'est qu'au soir du premier tour, lorsque nous serons en tête, je rassemblerai, je serai rassemblé. Et si vous êtes en tête, Anne Le Gall, vous rassemblerez aussi? Bien évidemment. Donc vous tendrez la main à Jean Coudray? Non, à Gilles Lurton? là, ce soir, la question ne se pose pas. La question, c'est la question du premier tour. Donc, moi, j'ai rassemblé une équipe de Malouines et de Malouins qui se sont investis pour la première fois pour la cité, qui aiment passionnellement leur ville, qui souhaitent remettre l'humain au cœur de la vie de la cité. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important ce soir pour moi. Stéphane Perrin, Christine Bourcard. Stéphane Perrin, vous avez incarné l'alternance, l'opposition pendant 6 ans au conseil municipal. Vous n'avez pas su rassembler? Disons qu'on a décidé d'une démarche avec les femmes et les hommes qui m'entourent qui était précisément de ne pas entrer dans des stratégies d'appareil et des alliances d'appareil. Ça fait 9 mois que nous sommes au travail. Ce sont des gens qui, pour la plupart, s'engagent pour la première fois, qui n'ont pas d'attache partisane. Ce qui a été prioritaire pour nous, c'est de rassembler les compétences, d'aller chercher des gens qui sont déjà très engagés dans le milieu associatif malouin. C'est ce qui nous a paru être primordial avant, encore une fois, de rechercher des stratégies d'appareil dont on voit bien en réalité qu'elles ne sont pas aujourd'hui de nature à susciter la confiance des Malouins. Christine Bourcard, il n'y aura pas d'alliance au second tour? Alors, nous, on a rassemblé donc, dès le 26 mai au soir, donc Europe Écologie Les Verts a pris ses responsabilités et donc nous avons rassemblé une série de partis de gauche sur l'écologie politique ainsi que des citoyens. Et donc nous avons entamé du coup une série de cafés malouins et nous avons fait émerger une charte de valeurs et un programme. Et donc aujourd'hui, on est dans une aventure passionnante et du coup, voilà, pour l'instant, on vise essentiellement le premier tour. Philippe Niaille, le Rassemblement national a fait 15% aux européennes. Vous espérez atteindre la barre des 10%. En 2014, vous étiez candidat au municipal à Rennes. En 2015, dans les Côtes-d'Armor pour les départementales. La même année au régional dans le Finistère. 2017, les législatives à Saint-Malo. Vous êtes un petit peu un étonnant voyageur dans le secteur. Comment vous pouvez convaincre finalement les Malouins que vous avez vraiment un attachement à leur ville? Eh bien, tout simplement parce que je suis arrivé à Saint-Malo en 1978. J'ai découvert cette ville, je suis tombé amoureux de cette ville. Et je me suis dit qu'un jour, il serait temps peut-être que je me consacre uniquement à Saint-Malo. C'est ce que je fais en me proposant pour cette municipale, comme je l'ai fait lors de la législative de 2017. Est-ce que le Rassemblement national, sur le plan arithmétique, est capable de rassembler une majorité de Malouins? Ou alors votre objectif, c'est d'abord rentrer au conseil municipal? Notre objectif premier, c'est de la victoire. Vous savez, durant toute ma carrière, durant toute ma vie professionnelle et personnelle, je n'ai jamais rebuté, je me suis jamais effondré devant l'adversaire. Et donc, si vous voulez, cette candidature au municipal, justement, est là pour prouver que je suis là pour me battre. Il est certain que si la victoire m'échappe, le but de rentrer avec un certain nombre de mes colistiers au conseil municipal sera déjà et aussi une victoire. Alain Guillard, on va conclure le premier tour de table avec vous. Le sens de votre candidature, vous êtes un peu quoi, le poil à gratter de ce premier tour des élections municipales? Vous voulez incarner la voix des citoyens, des citoyennes? Oui. Ce que revendiquent d'ailleurs tous les autres candidats aussi. Dans la petite géographie politique de Saint-Malo que vous dressez, je pense que vous vous trompez. Monsieur Coudray vous l'a dit, à Saint-Malo, pendant 6 ans, il y a eu une majorité et des minorités. Il n'y a pas eu d'opposition. La seule opposition a été constituée
par les associations citoyennes, dont celle que j'ai cofondée, qui est Ozon. C'est ça. Et la géographie politique et les Malouins la connaissent parfaitement. S'ils veulent un changement, c'est en allant vers l'opposition que nous avons représentée pendant 6 ans. Comment vous comptez juste gouverner finalement? Parce que vous êtes sur une liste citoyenne, vous avez fait des tirages au sort pour choisir vos colistiers. Ce serait quoi la mairie façon Alain Guillard? Eh bien, la mairie façon Alain Guillard, c'est d'abord l'ouverture aux citoyens. C'est-à-dire que la décision aujourd'hui... Mais concrètement, c'est quoi? L'ouverture aux citoyens, c'est par exemple des commissions municipales ouvertes aux citoyens. C'est qu'on arrête l'entre-soi. Ce sont des citoyens qui sont prévenus des choses, qui sont prévenus des dossiers avant même qu'ils n'arrivent au conseil municipal. Anne Le Gagne, quand Stéphane Perrin dit qu'il y a eu une gestion brutale de Saint-Malo pendant 6 ans, vous partagez son analyse? Oui, moi je serai demain une femme mère dans l'écoute, dans la proximité, plutôt chaleureuse, qui saura effectivement faire preuve de pragmatisme, de décision et de décisions justes et équitables. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de cette nature-là à reconstruire entre les Malouins, leur maire et le conseil municipal. Allez, on va parler des dossiers, des marqueurs de campagne, des enjeux qui se trouvent derrière la carte postale malouine. Et derrière la carte postale, il y a d'abord une ville qui accueille de nombreux touristes une bonne partie de l'année. Effectivement, c'est cette ville de Saint-Malo qui accueille 1 million de visiteurs l'été dernier. On a un petit dessin de Loïc qui illustre Schwartz, un peu ce phénomène. Qui illustre ça, un dessin où on voit ce touriste sur les remparts de Saint-Malo avec une perche à selfie et qui dit ni français ni breton, touriste je suis, une référence à la devise de Saint-Malo. Et puis on voit en fond ces immeubles avec des pancartes Airbnb. Alors Benjamin, vous avez dit 1 million de personnes venues l'été dernier à Saint-Malo, c'est quand même assez conséquent. 3000 hébergements disponibles à Saint-Malo. Saint-Malo dans le top 20 des villes les plus attractives pour les courts séjours. Résultat, ras-le-bol aussi de nombreux Malouins, de nombreux riverains, de nombreux propriétaires qui ne supportent plus le bruit, les nuisances des touristes de passage. Est-ce que le prochain maire devra être beaucoup plus regardant, plus contraignant, Stéphane Perrin? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une demande de moins de tourisme à Saint-Malo, il y a plutôt une demande de mieux de tourisme. Parce que paradoxalement, des Malouins nous disent aussi... On peut choisir ces touristes? Déjà, on peut essayer de faire en sorte d'avoir un tourisme qui soit mieux diffusé dans la ville, parce que certains quartiers se sentent un peu à l'écart alors qu'ils auraient probablement des choses à offrir. Je pense à Saint-Servant, je pense à la cité d'Alette, qui sont des quartiers qui sont qui offrent autant de perspectives en termes de patrimoine historique, de patrimoine naturel, mais qui ne sont pas mis en valeur. Et puis, le tourisme, il peut être aussi un tourisme plus responsable en s'appuyant sur des outils comme le projet de parc naturel régional qui est en train de se constituer et dont on constate que la ville de Saint-Malo est curieusement en retrait, voire fait le service minimum sur ce projet de parc, qui est un vrai projet de territoire et qui peut nous donner une image d'un tourisme plus qualitatif. Et puis, sur la contrainte, évidemment, il y a des possibilités qui nous sont offertes par la loi, mais ce que je constate quand même, moi je ne suis pas législateur, c'est qu'il nous faudra des armes beaucoup plus fortes que celles dont on dispose aujourd'hui. Il faudra d'abord que la fiscalité change sur ces activités, et puis il faudra aussi que Saint-Malo accède à des outils qui lui sont aujourd'hui interdits, comme par exemple la possibilité de contrôler ce qui est fait des locaux d'habitation. Nantes le fait, parce que c'est une ville de plus de 200 000 habitants. Nous ne pouvons pas le faire parce que la loi ne nous le permet pas. C'est avec ces outils-là nouveaux qu'il faudra qu'on ait les moyens d'agir. Sinon, on pourra faire toutes les promesses qu'on veut, ce sera compliqué. Justement, Anne Le Gagne, vous avez des propositions dans ce sens, je crois, pour justement essayer de réguler un petit peu l'explosion d'Airbnb dans la cité malouine. Par exemple, sur la taxe d'habitation, le maire a des leviers? Sur la taxe d'habitation, j'y reviendrai, mais principalement sur une plateforme, comme le dit M. Perrin, une plateforme avec une inscription obligatoire qui permet de réduire, de réguler et de contrôler. Bordeaux aussi le fait. Et puis Bordeaux a induit aussi des phénomènes de compensation, c'est-à-dire que lorsque vous transformez un bien qui était un bien secondaire en un meublé, eh bien, vous êtes obligé de remettre sur le marché pour la population, pour les actifs, pour les saisonniers, un bien de même taille. Et je pense que Saint-Malo pourrait tout à fait aussi aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, Saint-Malo ne peut pas avoir d'action immédiate sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ni sur les logements vacants. Il faudrait changer le décret, c'est tout. Christine Boucard, Alain Guillard. Christine Boucard, est-ce que vous êtes partisan d'une décroissance pour le tourisme à Saint-Malo? Donc, je ne reprendrai pas les mesures qui sont énoncées parce que c'est aussi les nôtres. Donc, je dirais qu'en fait, on est passé d'une culture du partage à une économie de la prédation. En fait, donc, on a un problème de logement qui n'est plus accessible pour les Malouins eux-mêmes, ce qui repousse les actifs en périphérie et ça pose un réel problème.
Donc ça pose des problèmes aussi de mobilité, donc on en parlera. Donc voilà, l'idée c'est de proposer des formes de tourisme alternatives au balnéaire et proposer aussi des formes d'hébergement qui ne soient pas le tourisme de luxe uniquement, mais des tourismes plus verts, plus sportifs. Alain Guillard, est-ce qu'on chasse les touristes de l'intramuros pour les faire voyager un peu ailleurs? Je pense que ce qui se passe actuellement, c'est que le tueur du tourisme, c'est Airbnb quelque part. Et que, en l'occurrence, tout ce qui ne fait pas société, tout ce qui empêche de faire société, que ce soit à Intra ou dans le reste de la ville, il faut qu'on s'en occupe sérieusement, avec tous les leviers dont dispose la collectivité, y compris des préemptions, y compris la taxation, tout ce qui est possible. Mais il ne s'agit pas, si vous voulez, Airbnb n'est pas un sujet gentil qu'on évoque le dimanche midi. Philippe Maille, je vous vois en accord avec Alain Guillard. Oui, tout à fait. Il faut protéger nos hôteliers, en premier lieu, je pense. D'autre part, si vous voulez, les armes en matière de mer n'existent pas. Seul l'État peut légiférer et peut imposer des contraintes, notamment en vérifiant les déclarations de revenus, ce qui permet effectivement de voir si les gens louent à haute dose leurs appartements ou pas. Alors, je crois que là, c'est très important de choisir comme le disait M. Guillard, quelque chose de plus coercitif dans ce domaine. Alors, on va rappeler un chiffre, Airbnb et Saint-Malo, 249 000 € versés, de taxes de séjour versées à l'agglomération. Gilles Lurton, on peut se passer de cette manne financière ? C'est quoi votre doctrine, vous, justement, sur ces touristes de plus en plus nombreux à Saint-Malo ? Pour ce qui nous concerne, nous voulons un tourisme raisonné à Saint-Malo, c'est-à-dire privilégier la qualité de l'accueil des touristes qui se rendent dans notre ville. Et c'est vrai que le phénomène Airbnb pose une difficulté particulière. La loi a quand même évolué ces dernières années avec la loi Elan et des amendements qui ont été déposés sur ces fameuses résidences Airbnb, limitant à 120 nuitées les locations de ces appartements et obligeant les propriétaires de ces appartements à les répertorier, les plateformes, à immatriculer ces logements. Nous sommes partisans d'une mesure forte sur l'intramuros, où vous avez 66% de résidences secondaires actuellement. C'est limité à un logement par propriétaire, le nombre de logements loués par l'économie collaborative. C'est une mesure, Jean Coudray, vous étiez dans ce conseil municipal, vous avez pris des mesures pour essayer de... La majorité, évidemment, a essayé de... Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Vous avez fait assez, vous estimez avoir fait assez? Évidemment, alors, il faut revenir à... C'est quoi la location de courte durée? Elle existe depuis des années. C'est les effets induits qui sont mauvais, c'est la spéculation, c'est... En fait, quelle est la conséquence principale pour les Malouins? C'est le fait de voir des logements qui sont normalement destinés à la location à l'année partir sur la location de courte durée. C'est ça notre objectif, c'est de redonner des logements pour la famille. Et alors évidemment, on aura tout ce que l'on a mis en place pendant ces mandatures. On se retrouve tous à peu près sur l'obligation d'être un peu plus coercitif. On renvoie aux législateurs l'obligation de prendre ses responsabilités. Donc c'est pas de votre faute maintenant? On a à agir. Dans notre programme, nous aurons effectivement des compensations, aller dans le PLU, aller chercher, effectivement, comme le disait ma collègue, le changement de destination. Mais effectivement, il y a besoin d'un cadre légal. Alors justement, pour donner la philosophie générale des 6 prochaines années, juste terminer sur quelque chose, sur une information, Stéphane Perrin, il y a un autre type de tourisme qui pourrait voir le jour du côté de Saint-Malo, c'est le tourisme commercial. Il y a une étude en cours pour installer un village market aux portes de Saint-Malo à Pleurtuis, village des marques. Le plus proche existe à Honfleur. Est-ce que pour vous, ce serait une bonne solution pour attirer encore plus de gens à Saint-Malo? C'est un modèle qui est complètement dépassé, je le dis de manière très claire. En tant qu'élu régional, nous avons construit un schéma d'aménagement régional à la région qui doit nous conduire demain à éviter cet étalement urbain, cette destruction d'espaces naturels, etc. Et il est complètement fou de vouloir créer des villages des marques à l'extérieur de la ville, au moment même où toutes les collectivités, l'État avec l'action Cœur de Ville, remet de l'argent pour renforcer nos cœurs de ville. Je me suis battu depuis 2008 que je suis élu à Saint-Malo pour justement, ne serait-ce qu'à Saint-Malo, sensibiliser au développement excessif des commerces en périphérie, dont on voit bien qu'ils ont eu des impacts négatifs
sur le cœur de Saint-Servant, sur le cœur de Paramé, et qui n'ont pas permis au quartier de la Gare, qui devait être ce nouveau cœur de ville, de décoller. Il y a eu, de ce point de vue-là, des politiques complètement contradictoires qui ont été menées dans le passé. Et encore faudrait-il que les cellules actuellement sur ce périmètre de la Richardet soient utilisées. Donc c'est vraiment effectivement quelque chose... un non-sens pour vous. Un non-sens absolu. Alors Saint-Malo, ville pour touristes et ville pour riches également. On pose la question. Un constat s'impose. En l'espace de quelques années, le prix du mètre carré a explosé à Saint-Malo. La proximité de la mer, la ligne TGV, tout est réuni pour attirer de nouveaux investisseurs, de nouveaux propriétaires aux moyens financiers assez confortables. Et finalement, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment faire revenir les jeunes dans ce centre de Saint-Malo. C'est la question que vous vous posez un petit peu tous. Qu'est-ce que vous proposez, Philippe Mirail, vous, pour le Rassemblement national, avec votre liste ? Eh bien, tout d'abord, si vous voulez, je pense qu'il y a certains projets qui sont générateurs d'emplois futurs et qui vont éviter aux jeunes de s'exiler, comme vous le disiez, puisque c'est ce qui est aussi dans notre programme. Nous luttons contre cet exil de la jeunesse de Saint-Malo. Ils pourront se loger à Saint-Malo ? Alors le problème du logement, effectivement, c'est qu'on a facilité lors de ces 6 dernières années un nombre incalculable de constructions, mais que grande partie de ces constructions sont parties dans des résidences secondaires. Et ces résidences secondaires, bien sûr, ont eu des coûts certains, ce qui fait que bon nombre de jeunes n'ont pas pu et ne peuvent pas se loger à Saint-Malo, ce qui est pour nous vraiment un problème. Alain Guillard, vous défendez le principe du foncier solidaire. Vous pouvez nous expliquer concrètement ? Je défends le principe. On achète les murs, mais on n'est pas propriétaire du terrain, c'est un peu ça ? Tout à fait, tout à fait. Mais c'est crucial. Entre 2011 et 2016, pour avoir un habitant de plus, on a réalisé 3,5 logements. Vous imaginez le gâchis. Une partie de ces logements sont vides, une autre en résidence secondaire, etc. Il y a des systèmes qui existent, des procédés, le foncier solidaire, mais je pense à l'accession sociale et je pense surtout au levier, c'est-à-dire la maîtrise du foncier. C'est le fait de faire revenir au sein de la collectivité publique les clés de Saint-Malo. Et ces clés de Saint-Malo ont été lâchées aux promoteurs, au moins pendant 6 ans, voire un peu plus. Stéphane Perrin, c'est ce que vous pensez aussi ? Est-ce qu'il faut construire plus pour maintenir l'offre, mais mieux ? Il faut construire mieux. Alors, il y a le premier enjeu qui est effectivement la maîtrise du foncier. Il faut qu'on retrouve la maîtrise de foncier. Alors, dans la propriété, c'est l'Office foncier solidaire qui a été mis en place à Rennes comme à Saint-Malo. Et puis, c'est aussi ensuite se donner les moyens réglementairement pour la collectivité d'orienter les politiques de construction. Il y a des outils comme les zones d'aménagement concerté qui permettent à la collectivité de contraindre. Ce qu'on a constaté sur les 6 dernières années, c'est finalement vous avez pris beaucoup d'avance, une enfilade d'opérations immobilières sans qu'on pense les quartiers, sans qu'on pense à la qualité de vie dans ces quartiers. Alors, le 26% des Malouins occupent aujourd'hui un logement social. Christine Boucar, Anne Le Gagne, est-ce qu'on peut faire encore plus ? Alors je vais revenir juste 2 secondes sur les étudiants. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec les étudiants de l'IUT donc, qui demandent davantage de moyens de mobilité en fait. Et c'est vrai que sur l'urbanisme, on lie l'urbanisme et les mobilités. Sur le logement. Alors sur le logement, bien sûr, on pense à des logements intergénérationnels, à redensifier la ville sans prédater le littoral, sans prédater les terres agricoles, la ceinture maraîchère et les zones humides. Donc il y a des dossiers à Saint-Malo en ce moment un petit peu brûlants. On va en parler tout à l'heure dans un reportage. Ces sujets-là. Et donc ça veut dire reconstruire la ville, redensifier mais intelligemment et dans des proportions correctes. Anne Le Gagne. Oui, 26 000 actifs travaillent à Saint-Malo, 17 000 habitent à l'extérieur. Donc effectivement, il y a un vrai sujet de pouvoir reconquérir cette jeunesse, cette famille. Ça passe par l'Office foncier solidaire qui effectivement permet d'acquérir les murs et de louer le terrain à 1 euro le mètre carré. Absolument pour ce système sans aucune retenue. Et ensuite, c'est plafonné et ça permet de revendre ensuite sans plus-value et de nouveau à d'autres personnes avec des revenus modestes d'acquérir des biens. Ça, c'est essentiel pour la cité d'avoir quelque chose de très incisif sur ce sujet. Jean Coudray, Alain Guillard disait la ville a été laissée aux mains des promoteurs. D'abord peut-être une réaction de votre part. Et on continue de construire ou pas ? Quel est le but ? Le but, c'est d'accueillir des familles. Comment on accueille des familles ? Il faut bien construire des logements. Alors moi, je suis content d'avoir des VRP de l'Office foncier solidaire malouin autour de moi qui... c'est quelque chose que l'on a mis en place et qu'il faut effectivement continuer. Alors, évidemment, les chiffres sont têtus. Lorsqu'on construit un logement neuf,
86% partent pour la résidence principale. Et à Saint-Malo en 2011 et en 2016, les chiffres sont les mêmes, 5,6% de logements vacants. Donc, ce que j'ai entendu, et malheureusement, les chiffres sont têtus, c'est faux. Donc évidemment, il faut continuer à construire, vous l'avez raison, en centre-ville, pas manger des terres agricoles, et évidemment, à direction des familles. Gilles Lurton. Oui, moi je conteste. Il faut une rupture dans la politique de logement. Absolument, il faut une rupture dans la politique du logement. Je conteste ce chiffre de 86%. Sinon, la population aurait augmenté beaucoup plus qu'elle n'a augmenté ces dernières années. Il faut que nous reprenions la main sur l'urbanisation de la ville. Les jeunes qui s'écartent de Saint-Malo, actuellement, ils m'expliquent souvent qu'ils ont besoin d'un petit pavillon avec un petit bout de jardin, et c'est pour ça qu'ils vont dans les communes extérieures. C'est vrai qu'à Saint-Malo, il y a un moment où nous allons arriver à une certaine saturation et qu'il nous faut densifier. Mais nous avons les moyens de construire autrement, nous avons les moyens de construire plus végétalisé, nous avons les moyens de construire plus en terrasse, et pour ça, il nous faut modifier le plan local d'urbanisme. En 20 secondes, Anne Aguiar et Anne Le Gagne, vous avez un peu trop tard. Tout simplement. Moi, je veux bien croire ce que dit M. Coudray, et simplement, il va falloir expliquer comment on fait pour avoir 3 000 emplois en plus depuis 1999 et 6 000 actifs en moins à travailler dans la ville. Ils sont partis à l'extérieur. Oui, 40% de la population a plus de 60 ans. Je pense qu'il est plus que temps d'avoir une politique extrêmement incisive pour accueillir des jeunes ménages, des familles, des saisonniers, des étudiants. C'est fondamental pour l'avenir de la ville. Alors, la ville a dû faire face à une baisse constante de sa démographie durant une dizaine d'années. La municipalité a réagi avec une accélération des constructions, des permis de construire lors du dernier mandat. Un pic a été atteint l'an passé avec 900 nouveaux logements sortis de terre. Certains reprochent au maire, justement sortant, d'avoir laissé bétoniser la cité corsaire. Regardez ce reportage réalisé par Christelle Veillard. Le chantier est stoppé depuis le mois de novembre dernier. 25 hectares à Roténeuf prévus pour accueillir 800 logements. Mais en raison de la présence de zones humides, une association créée pour la préservation de l'environnement a eu recours à la justice. On a une biodiversité exceptionnelle et on aimerait bien la préserver. Et du coup, depuis le début, nous, ce qu'on demande, c'est à la mairie, la municipalité de Saint-Malo sortante, de construire, mais pas sur les zones humides, de respecter cela. Un projet assez révélateur à Saint-Malo, où pour enrayer la baisse de la population, la municipalité a engagé il y a 6 ans un vaste projet d'urbanisme à horizon 2030, en faisant appel au cabinet de Villers. L'enjeu, c'était d'essayer de retrouver environ 5000 logements abordables, donc à destination des familles. Et donc pour ça, il fallait essayer de trouver une manière de faire, c'est-à-dire des logements pas plus chers que ceux qu'on allait trouver dans l'arrière-pays, disons acceptables pour des familles, donc plutôt pas trop denses forcément, et surtout attractifs. Construire 500 logements par an en reliant les quartiers sans empiéter sur les terres agricoles, c'était donc l'objectif de départ. En précisant qu'à Saint-Malo, la population est vieillissante, plus de 40% des habitants ont plus de 60 ans, avec une autre caractéristique, la proportion croissante des résidences secondaires. Les grues que l'on voit ici, ce sont surtout dans les beaux quartiers qui sont près de la mer. Et ces beaux quartiers-là, malheureusement, vu les tarifs, ne sont pas accessibles aux familles locales. Ce qui fait que la plupart des familles sont obligées de s'expatrier et de partir. Le marché immobilier sous tension propose une offre en logement toujours insuffisante par rapport à la demande, avec mécaniquement une accélération de la hausse des prix. L'acquéreur est plutôt une personne âgée, retraitée ou du cadre supérieur en fin de carrière qui acquiert en résidence secondaire en vue d'une résidence principale. Et donc ça aussi, on ne va pas augmenter la population, mais ça fait partie des acquéreurs. On ne peut pas leur interdire d'acheter, de préparer leur vieux jour. Donc le nombre de chantiers et de grues n'ont pas réussi à combler la demande des habitants. Si on veut avoir une population vivante, une ville agréable à vivre, il ne faut pas que ce soit un énorme EHPAD, en quelque sorte. Et c'est ça qu'on a à l'heure actuelle. Les habitants regrettent de ne pas avoir été suffisamment associés à des projets immobiliers qui suscitent la polémique, à l'image de l'ambitieux complexe touristique des Nielles, voté au conseil municipal il y a quelques semaines, situé en bordure de corniche, en lieu et place d'un ancien camping.
Alors on a parlé de ce projet des Nielles. Christine Bourcard, vous êtes élue qui représentez, enfin vous êtes en tout cas pour l'instant sur UNIS qui représente Europe Écologie Les Verts notamment. Vous êtes contre ce projet hôtelier des Nielles. Vous dites même que c'est un caillou dans la chaussure de la mairie aujourd'hui. Si vous êtes élu, vous stoppez tout ? Oui, dans la mesure du possible, oui. Si c'est possible de reculer et de partir sur éventuellement un autre projet ou rien. Ce sera compliqué, non ? Mais oui, c'est de plus en plus compliqué, oui. Et réaliste ? Donc, réaliste, on ne sait pas encore, mais voilà. C'est compliqué de ne pas savoir si c'est réaliste. En tout cas, une erreur. C'est une erreur. Mais Saint-Malo est une destination prisée. Il faut continuer de proposer une offre touristique à des touristes, non ? Pourquoi pas des campings dans l'agglomération ? Il faut diversifier les formes de tourisme et les formes d'hébergement, et pas seulement sur Saint-Malo, mais sur l'agglo, voire le pays de Saint-Malo, à travers effectivement le projet de parc régional naturel. Voilà, il faut vraiment penser le tourisme autrement. Alain Guillard, ce projet d'hôtel Thalasso, assez conséquent, on ne pourra pas y revenir ? Et pourquoi ? Je vous pose la question. Pourquoi ? Christine Bourcard dit que ça va être compliqué. Je considère qu'il faudra utiliser toutes les possibilités que l'on a. Par exemple, le document d'urbanisme est en révision générale. Cela nous permet peut-être quelques latitudes pour dire sur s'y statuer. Je regarde le prix prévu pour ce terrain. C'est incompréhensible. Les propriétés à côté ont été vendues plus du double au mètre carré que ce camping. Mais ce que je tiens à dire, c'est que là, vous êtes dans un débat où la plupart des élus ont voté à un moment donné pour ce projet-là, comme ils ont voté tous ensemble, comme ils ont voté tous à l'unanimité pour le projet qu'il y a sur Roténeuf. À un moment donné, il faut être cohérent. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut changer de braquet. Et là, seule l'association citoyenne et seule la manière dont nous portons les choses y parviendra. Gilles Lurton, vous avez voté pour ? Je me suis abstenu sur toutes les délibérations qui concernaient ce projet, sauf la délibération de principe qui instaurait la possibilité de l'installation d'une thalasso à cet endroit. Pourquoi s'abstenir ? Pourquoi s'abstenir ? Parce que si vous voulez installer une thalasso à Saint-Malo, je n'y suis pas opposé. Par contre, l'architecture du projet, j'y suis totalement opposé. Je n'accepte pas que l'on puisse construire sur le trait de côte comme c'est fait à cet endroit. C'est un précédent que je ne peux pas accepter. Mais si vous voyez le projet de la frange sud de Roténeuf que vous avez présenté en premier, pour moi, c'est l'exemple même de ce qui a manqué pendant ce mandat, de la concertation avec les habitants. Je suis persuadé que l'association Roténeuf Environnement, si on avait parlé un peu avec elle, n'en serait pas là où elle en est, c'est-à-dire devant les tribunaux aujourd'hui. Anne Le Guen, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire revenir les citoyens justement dans le champ de la décision quand il y a des projets comme ça qui sont mis en place ? En tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Malouins n'en peuvent plus, et les exemples que vous avez montrés, c'est flagrant, n'en peuvent plus de cette bétonisation. On ne va pas convoquer une assemblée citoyenne à chaque projet immobilier. C'est pas mon propos, mais là, il va falloir redonner du souffle à la cité, retrouver une qualité architecturale. Nous proposons, avec Jean-François Revers, qui est sur ma liste, qui est un architecte urbaniste, de créer un atelier malouin d'urbanisme auprès du maire, auprès des services. Avec qui dedans ? Avec un urbaniste auprès du maire et auprès des services pour éclairer et redonner un récit urbain à cette cité. Actuellement, on voit des maisons détruites les unes après les autres et on ne trouve plus de cohérence. Et en plus, vous allez à Rocabé aujourd'hui, non seulement les programmes sont chers et ça donne une sensation de défiguration de la ville. Jean Coudray, on ralentit le rythme des constructions, des chantiers. Évidemment que les Malouins vont sentir... Vous reconnaissez que vous êtes allé un peu vite ? Non, on a fait en 6 ans ce qui aurait dû être fait en 16 ans. Donc évidemment, je me mets à la place des Malouins. Évidemment qu'ils ont senti une accélération. Mais il y avait un retard à rattraper. Et puis vous le dites dans votre reportage, si l'on souhaite limiter la rareté, il faut bien construire, il faut bien proposer aux Malouins de se loger. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut qu'il y ait de l'offre. C'est une évidence. Donc, mais en revanche, d'une manière concertée, apaisée, si on revient à 600 logements par an, c'est une diminution très nette de près de 30% par rapport à ce qui était fait l'année dernière. Les Malouins vont le sentir, c'est une évidence. C'est une évidence. Oui, bien écoutez, moi je pense qu'il est quand même très important que maintenant nous marquions un souffle à Saint-Malo devant toute cette bétonisation, cette urbanisation qui vient de jalonner ces 6 dernières années.
parce qu'on a grignoté de plus en plus sur les terres agricoles qui étaient autour, et nous sommes opposés justement à ce grignotage sur les terres agricoles. Pour revenir au projet d'Enel dont vous avez parlé tout à l'heure, nous avons tout de suite donné notre avis favorable à ce projet, parce que nous estimons qu'il offre 150 emplois pérennes, et à partir de là, 150 emplois pérennes pour Saint-Malo est quelque chose de très important pour nous, au Rassemblement pour Saint-Malo. Stéphane Perrin. Alors, juste un mot sur le projet d'Enel pour dire que j'ai entendu Gilles Lurton à l'instant. Je ne l'ai pas entendu développer cet argumentaire en conseil municipal et ça l'a amené à s'abstenir. Pour ces raisons-là, précisément de choix architectural, j'ai voté contre. Ensuite, sur la politique de logement de manière générale, je voudrais aussi rappeler, vous l'avez dit tout à l'heure, que la chute de la démographie, en réalité, elle date d'il y a plus de 10 ans. Et qu'on est passé finalement d'une mandature, et M. Lurton le sait bien puisqu'il était adjoint au logement, qui a vu la démographie s'effondrer. Le phénomène de relégation qu'il expliquait, on l'a parfaitement senti. L'objectif des 50 000 habitants à Saint-Malo, c'est un objectif qu'il faut... Mais il ne faut pas le poursuivre, il ne faut pas le poursuivre de manière aveugle. Il ne faut pas le poursuivre de manière aveugle. La question n'est pas de savoir combien d'habitants on doit avoir demain à Saint-Malo. Si on ne réfléchit pas à qui on souhaite accueillir, on est sûr d'aller dans le mur. Et on est passé d'une mandature où on a trop peu fait et on a pris du retard, à une mandature où on a eu une poursuite aveugle de cet objectif-là, de manière désordonnée. On a pourtant... Alors justement, cet objectif, il faut le tenir. Vous n'avez pas accueilli des familles. Jean Coudray est pour ces 50 000 habitants. Non, ce n'est pas une question de 50 000 habitants pour un chiffre. Non, mais voilà. Si vous faites une règle par 3 assez simple en termes d'équipement de personnes qui y habitent, il y a simplement un taux d'imposition. C'est juste d'essayer de garder, de tenir les finances de la ville et d'avoir un niveau de population équilibré avec une population qui se rajeunit. Rapidement. Oui, il va falloir accueillir des jeunes familles, et pour cela, il faudra quand même construire la ville sur la ville, mais de façon non désordonnée, harmonieuse. Stop à la bétonisation, oui à l'harmonie. Alain Guillard, rapidement. La question est de savoir qui on veut accueillir et pour qui on travaille. Là, on a travaillé à faire fuir 23% des ouvriers et des employés de cette ville. Il y a donc un effort à faire à ce niveau-là. C'est même crucial, parce que derrière les 800 habitants, par exemple, qu'on a eu en 5 ans, il y a quoi? Un mouvement de 1800 personnes de plus de 60 ans qui sont arrivées et 1000 actifs qui sont sortis. Enfin, 1000 actifs, 500 actifs et 500 enfants de moins de 14 ans. Les ouvriers et les employés sont chassés de la ville. Et ça, par les délibérations unanimes des élus. Allez, il nous reste 2 minutes 30, 3 minutes pour parler de la dernière partie de ce débat. On va parler d'autres préoccupations environnementales qui sont d'ailleurs générées par une autre spécificité de Saint-Malo. C'est l'emplacement de la zone portuaire située en plein cœur de ville. L'actualité de ces derniers jours, ce sont ces rejets d'ammoniac qui proviennent de 2 usines d'engrais installées sur le port de commerce et qui indisposent sérieusement les riverains. Est-ce qu'un maire aujourd'hui peut limiter ces nuisances et répondre à l'inquiétude des riverains? Jean Coudray. Écoutez, il faut être très clair, nous avons un port qui est en centre-ville, nous devons être fiers de notre industrie, nous devons être fiers de notre économie. En revanche, sans complaisance, aucune, zéro tolérance sur les dépassements de pollution. Ça, c'est marqué noir sur blanc sur notre programme. En revanche, le gros brûlier, là, n'est pas en conformité apparemment. L'industrie est capable de travailler de manière vertueuse. C'est une évidence. Il faut être un partenaire. La ville doit défendre ses habitants et doit être le principal rempart, mais elle doit être le partenaire de l'économie. C'est ma position. Aujourd'hui, il y a une station à Rocabé qui permet d'identifier 3 polluants, bientôt 4. L'ammoniac en fera partie dès que nous serons élus. Ce sera le 5e polluant qui sera identifié au niveau de Rocabé, à la fois comme maire, mais comme médecin, auprès de l'ARS, auprès du préfet, auprès de et avec la DREAL, nous avons une obligation par rapport à la population de leur assurer une qualité de l'air, une qualité de l'eau. C'est de la santé publique, c'est fondamental. Alain Guillard, ça a été l'un des grands sujets de votre association ces derniers mois, ces dernières années, l'association Ozon. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que nous nous battons seuls sur cette question-là. D'ailleurs, avec quelquefois des colibets. Je parlerai de M. Renoux et de ses renifleurs. Mais en clair, aucun élu ne s'est exprimé là-dessus de manière nette et précise. Il n'y a que dans les programmes municipaux qu'on voit apparaître les choses parce que les gens en ont assez. C'est exactement la même chose. Ça, je le conteste de la manière la plus ferme et on est même passé aux actes. Je veux rappeler d'abord que ce port, c'est une propriété de la région qui a
choisi un nouveau délégataire à partir du 1er janvier. Et dans les conditions qu'a posées la région, il y avait des conditions de performance environnementale. Et nous avons demandé au nouveau délégataire d'investir dans Mais le les maire, conditions de lui, décharge de à part, il ne fait que constater, c'est non, tout non, il a justement, appuyons-nous sur ce qui va être mis en place sur le port lui-même en termes de mesures de qualité de l'air et de transparence de l'information, étendons-le à toute la ville. Le maire peut jouer un rôle de tiers de confiance dans cette Christine Bourca et Gilles Lurton, rapidement sur cette question-là. Sur l'engrais, donc nous, notre problème, c'est à la fois la qualité de l'air, donc sur l'ammoniac, mais également la production d'engrais chimiques qui va du coup... on interdit le stockage des engrais chimiques dans le port de commerce C'est un problème, l'engrais chimique. Sur les terres agricoles, si on veut faire baisser les émissions de carbone, si on veut laisser la terre capter le carbone et donc faire baisser les enjeux climatiques, l'engrais chimique pose un problème. Oui, nous devons être exemplaires sur ce sujet. Oui, nous avons un devoir de transparence vis-à-vis de tous les Malouins sur ce sujet et le maire et sa municipalité sont aussi là pour cela. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? Oui, le maire doit intervenir auprès des entreprises concernées, doit être en contact permanent avec eux, avec les services de l'État, avec les services de l'ARS. Eh bien, je peux vous dire que l'entreprise aujourd'hui, à force de discussion, elle investit dans ses cheminées pour faire en sorte que ce type de... Et ça, c'est parce que nous avons tous travaillé avec eux. La 5e station au niveau de Rocabé est un sujet important. On avancera dans la transparence, on communiquera aux Malouins. Ça, c'est ce que le maire doit aux Malouins. Et il leur doit aussi la santé publique. C'est essentiel. Allez, on arrive presque au terme de ce débat et on arrive à notre désormais séquence traditionnelle. Nous avons demandé à chacun de vous d'apporter un objet qui raconte un peu votre lien, votre histoire avec la ville de Saint-Malo. On va commencer avec vous, Gilles Lurton. Bien écoutez, moi j'ai amené la médaille de l'anniversaire du 25e anniversaire de la fusion des 3 villes qui symbolise Saint-Servant, Paramé et Saint-Malo intramuros. C'est le symbole du rassemblement, c'est le symbole de la réunification, c'est le symbole du travail fait par nos prédécesseurs à qui je veux rendre hommage, c'est le symbole de l'avenir pour lequel nous voulons travailler. Anne Le Gagne. Écoutez, c'est un morceau de voile de la voilerie Richard. C'est sur mon bureau d'habitude. Moi, ça me fait faire un retour dans le passé parce qu'en 1978, mes parents m'ont emmené à la course du Rhum. J'ai rencontré Florence Artaud, Alain Collat, Olivier de Kersauzon, des navigateurs, des explorateurs, des chercheurs, des aventuriers. C'est tout ce qui fait Saint-Malo. C'est ce qui m'a donné envie d'y habiter. C'est Saint-Malo, cité de la mer pour tous. Et c'est du vent dans les voiles, du vent nouveau. Alain Guillard. Ceci, c'est une tranche d'arbre, c'est même une tranche de vie. Ça fait partie des arbres qui ont été abattus à la Louisiane ou à Roténeuf. Et si les arbres savaient parler, ils vous diraient tous les mensonges qui ont été dits ce soir. Vous avez bien bossé sur vos objets. Jean Coudray, pardon, excusez-moi, Jean Coudray. Moi, c'est l'annuaire des marais, parce que, évidemment, depuis que je suis petit, je feuillette pour savoir quand il faut aller à la pêche à pied, quand on peut aller se baigner dans les vagues ou quand on peut aller surfer. On vit avec la mer à Saint-Malo et c'est inscrit dans nos veines. Stéphane Perrin, votre objet ? C'est un livre d'histoire. Moi, je suis très attaché à l'histoire de Saint-Malo et c'est un livre qu'on doit à Alain Roman, qui est un ami qui nous a quittés malheureusement à l'automne dernier, qui a le grand mérite d'avoir fait un travail très sérieux sur l'histoire pour faire tomber des mythes et aussi mettre à jour l'histoire de la vie quotidienne de Saint-Malo. Alors moi, ce sont des algues, donc c'est à la fois la biodiversité sous-marine, mais c'est aussi l'innovation parce qu'on peut faire du plastique à base des algues et voilà. Et on termine avec rapidement. N'ayant pas pu amener un canon qui se trouve sur la Hollande à Saint-Malo, j'ai ramené un canon Mettez-le devant miniature. vous, on ne le voit pas, là, on le voit pas. J'ai amené un canon miniature parce qu'il représente la sécurité. C'est un thème dont on n'a pas parlé ce soir et je crois qu'il est important pour Saint-Malo. Ça représente la protection, ça représente la puissance, ça représente le patrimoine et ça représente l'histoire aussi de Saint-Malo. Merci à tous les 7 d'avoir accepté notre invitation. On arrive au terme de ce débat. Vous retrouvez les meilleurs moments de ce débat sur notre site web, sur nos sites web, france3.fr, bretagne.france3.fr et France Bleu Armorique. Merci. FranceBleu.fr. Merci Benjamin d'avoir co-animé avec moi ce débat. J'en profite aussi pour remercier Joanne Moison qui nous a accompagnés tout à l'heure pour le débat de Saint-Brieuc. Mercredi prochain, toujours à 21h, toujours en direct. Dernière étape de notre tour des villes bretonnes avec un coup de projecteur sur les villes de Rennes et de Vitré. D'ici là, la campagne des municipales continue sur nos antennes. France 3 Bretagne, France Bleu Armorique. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.